Et bienvenue à tous à cette édition de Pause TI en ce mardi matin. Et notre sujet ce matin, pourquoi l'hameçonnage fonctionne-t-il? Je vous rappelle, la formule, c'est dû au confinement et la COVID. On a perdu quelque chose qui était excessivement important pour tous au bureau. La marche vers la machine à café vers 10h, 10h30 pour qu'on puisse prendre 10-15 minutes et jaser de sujets d'actualité. Donc, ce matin, avec mes collègues Roger Ouellette et Ludovic Feder, Roger qui est directeur de la pratique de sécurité chez Navipro et Ludovic qui est spécialiste de sécurité chez Navipro, nous allons parler de pourquoi l'hameçonnage fonctionne-t-il. Donc, avant de débuter la conversation, j'aimerais vous vous inviter à répondre à un sondage. Le sondage étant, selon vous, quel est le pourcentage d'attaques qui sont directement, excusez-moi, je ne vois pas mon écran. On va tasser ça ici. C'est ce qui arrive dans le live. Donc, tu peux remettre le sondage, s'il te plaît? Donc, juste un instant. Et voici. Quel est le pourcentage d'attaques visant directement les centres de données des entreprises en 2020? Est-ce que c'est 1%, 10%, 24% ou 37%? Donc, à la fin, nous aurons les résultats. Donc, pour débuter la conversation ce matin, j'aimerais poser à Ludovic. Ludovic, selon toi, depuis le confinement et le fait d'être isolé à la maison, est-ce que ça a eu un impact sur l'hameçonnage? Bon, bonjour à tous. Bah oui, effectivement, il y a eu un gros problème parce qu'on a quand même connu quelque chose qui était très particulier, c'est que tout le monde a dû se mettre très rapidement en télétravail. Donc, les équipes TI ont dû ouvrir des VPN très rapidement et puis mettre toutes les personnes en télétravail. Maintenant, ce qui se passe, c'est que on a peu pensé à protéger ces accès VPN parce que dû à l'urgence, etc. Mais tout ce qui est hacker et tout ce qui est campagne d'actionnage, eux, ont continué. On a même pu voir des statistiques qui montrent que il y a eu une augmentation justement des attaques dues à ce confinement. Et le fait d'être confiné aussi, il y a eu autre chose qui joue, c'est que normalement quand on est au bureau et on reçoit un mail, on va dire où on a un doute, c'est très facile de se tourner vers un collègue, de voir l'équipe TI et de demander est-ce que ce mail a l'air frauduleux, ou si on reçoit un mail du président demandant de faire un virement dans l'urgence, là c'est très facile d'appeler, de prendre l'ascenseur, etc. Que là, ce confinement, ça isole un peu. Donc, il y a plus de difficultés un peu à reconnaître tout ce qui est mail d'hameçonnage. Donc oui, ça a joué un rôle. On a de plus en plus d'attaques. Plus en plus d'attaques pendant le confinement, plus en plus d'attaques sur le réseau. Donc oui, ça a joué un rôle. Et selon vous, mais peut-être Roger, tu pourrais répondre à cette question. Est-ce que la nature des campagnes ou les gens qui profitent du hameçonnage a changé versus ce qu'on pouvait connaître avant, là, un an, disons? Définitivement, ceux qui génèrent ces attaques-là ou ces campagnes-là vont suivre les événements du jour. De ce qui se passe aujourd'hui avec le COVID, au Canada, au Québec, avec les subventions qui sont sorties pour l'aide au salaire, par exemple, ils ont sorti des campagnes de phishing rapidement basées sur rentre tes informations, on va t'aider pour que tu reçoives tes subventions. Dans d'autres cas, ça a été par rapport à. Il y a un suivi comme ça arrive rapidement. Ils vont suivre les événements. Puis, il faut comprendre que ils sont peut-être les gens, ce monde-là, quelque part. C'est une business, là. Les gens qui font ces campagnes de phishing-là, il y a un punch clock. Ils rentrent à 9h le matin, punch le clock, je commence à travailler sur mon bureau, puis après ça, à 5h, je m'en vais, je me retourne chez nous, j'ai fini. C'est des business qui font ça. Puis l'affaire, c'est que ça va être. Si on pense que quand tu vas faire du magasinage, mettons que demain, tu embarques sur Internet, sur ton browser, tu vas faire du magasinage pour ton barbecue. Après ça, tu t'en vas dans Facebook, tu as un paquet d'annonces qui apparaît, tu commences à recevoir des mails de barbecue. Il y a une intelligence en arrière de ça, tu es suivi. Tout ce que tu fais est suivi aujourd'hui. Donc, il ne faut pas penser que c'est toujours légitime. À un moment donné, à quelque part, pas parce que, j'ai un magasin barbecue, puis je commence à recevoir des annonces dans Facebook de JC Perrault. Hey, JC Perrault, c'est vrai, c'est bien connu, puis c'est beau, c'est correct. Mais il y a d'autres business qui sont un petit peu moins legit que ça pour obtenir tes informations.
Donc, puis encore là, les campagnes de phishing ou les annonces, tout le reste qui va suivre, ça va être aussi bien legit que non legit. Je reçois des courriels de, je ne sais pas pourquoi, des assurances Geico, mais c'est pas les Geico qui m'écrit, c'est Wayfair. Mais pas Wayfair, mais c'est une .org, une compagnie quelconque .org, mais si tu fouilles cette compagnie-là, c'est quoi? Ben, c'est le marketing. Donc, ce que tu dis, c'est pas un ado qui s'amuse dans son sous-sol pour épater ses amis. C'est rendu vraiment une business. J'ai déjà entendu parler. En fait, notre collègue Dominique m'expliquait la semaine dernière que c'est presque. Tu peux t'acheter pas une succursale, mais une franchise d'hameçonnage si tu voulais. Donc, profiter de quelqu'un qui met ça disponible pour que moi, je puisse en profiter. Oui, effectivement, tu as des. C'est effectivement, c'est une business, comme je disais. C'est pas le petit hacker dans le sous-sol, il y en a. Ben, c'est souvent du monde qui sont là pour prouver qu'ils sont capables de démontrer qu'ils ont réussi à rentrer quelque part qu'ils n'auraient pas dû rentrer. Puis ils vont mettre une petite tâche pour dire hey, je suis rentré, t'es faible, mon gars. C'est sûr qu'il y a des compagnies qui sont un peu plus mesquins que ça, du monde qui sont plus mesquins que ça. Mais la majeure partie de l'information, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas du hacking, c'est on va passer à travers le dernier maillon qui protège une compagnie, l'usager. L'usager, ce qu'on va mettre des firewalls, on va mettre un paquet d'items pour protéger une compagnie, mais la dernière place, le dernier élément qui va protéger, il y en a que j'avais échangé avec Dominique l'autre jour, puis il me disait c'est pas nécessairement c'est pas le dernier, c'est le premier. Ouais, c'est peut-être le premier, mais c'est peut-être le dernier aussi, parce qu'il n'y a pas ça. Il y a différemment des personnes qui vont dire que c'est le premier ou le dernier, mais à la fin, si tu passes à travers lui, tu es rendu en place. Mais en comprenant que c'est rendu très organisé, donc si c'est une business, c'est organisé, les moyens de me protéger, c'est plus juste un antivirus. Comment est-ce qu'on peut se protéger pour être aussi intelligent qu'eux à l'autre bout? Ben, il y a excuse-moi Ludo, dans le fond, la partie qu'il faut juste amener, c'est il va y avoir des campagnes de phishing, Ludo va en parler de sa formation, mais à la base, il faut juste avoir un petit brin de knowledge jusqu'on va, quand tu reçois un email de quelqu'un, est-ce que, pas parce que le nom qui est affiché, c'est écrit un nom que tu connais, que ça veut dire que c'est cette personne-là qui t'écrit. Fait que dans le fond, si tu vas juste regarder l'adresse email et non juste le nom qui est affiché, tu vas pouvoir voir, souvent tu vas te rendre compte que ça ne marche pas. T'sais, ça va être écrit que ça vient de, bon, JCPRO, je magasine des barbecues, fait que je parle de JCPRO, là, mais si j'estimais là, le nom qui apparaît, ça ne veut pas dire que l'adresse email va correspondre. L'autre chose, dans le email que tu vas recevoir, tu vas avoir un lien. Clique ici pour telle chose. À cette heure, les pages sont belles, c'est quand même bien fait. On est chanceux. En français, souvent, à cause qu'on est québécois, il y a moins. Des fois, tu vas voir les caractères étendus ou les espacements qui ne marchent pas. Tu vois rapidement dans l'image, dans la description que ça ne marche pas. Il va y avoir des fautes d'orthographe. Mais si elle est bien faite, en tant que vraiment bien faite, ben là, souvent, quand tu vas juste amener ta souris sur le lien, tu vas te rendre compte que le lien n'a pas rapport. Vraiment pas rapport avec ce qu'il te demande. Tu as un email de Desjardins, puis tu vas là-dessus, puis ça te parle d'autres choses. Il faut juste prendre le temps de regarder et pas juste faire clic. C'est un petit peu de choses comme ça. Puis quel moyen qu'on peut doter les clients, Ludo, pour se protéger, en fait? Alors, il y a plusieurs logiciels en fait qui existent aujourd'hui pour se protéger. Enfin, pour se protéger, oui et non, parce que je pense que vraiment la première cible, c'est l'usager. Donc, il ne faut pas juste empiler des outils pour pouvoir empêcher ces mails-là d'arriver. C'est bien d'avoir ce genre d'outils, mais il faut aussi les sensibiliser la personne et donc l'éduquer, entre guillemets, pour ne pas cliquer sur ce genre de lien. Il existe des logiciels qui sont tout simplement là pour pouvoir envoyer des fausses campagnes de phishing. C'est-à-dire que la personne qui est au TI ou autre va avoir dans ses mains des faux mails, par exemple de Desjardins, de DHL, etc. Donc, qui va pouvoir envoyer à tous ses employés. Les employés vont le recevoir. Les personnes qui cliquent dessus, la personne TI va aussi avoir dans ses mains des formations. Donc, c'est la personne qui va cliquer sur ce lien, l'usager qui va cliquer sur ce lien, va être obligé de suivre une formation pour pouvoir se protéger la prochaine fois et pour pouvoir bien apprendre à ne pas recliquer sur ce lien.
Donc ça, c'est un outil qui fonctionne bien. On le voit, c'est 70 à 80% des personnes qui ont cliqué une première fois et qui ont suivi cette formation ne recliquent pas sur un lien. Donc il y a des taux qui sont très intéressants. Maintenant, le seul problème parfois, c'est que une équipe TI, elle est réduite. C'est que parfois, ils n'ont pas le temps de pouvoir faire ce genre de campagne. Ils n'ont pas le temps de pouvoir suivre les rapports, de pouvoir de voir avec les personnes pour pouvoir les sensibiliser personnellement, etc., etc. Donc, ce qu'on propose, ce que Novipro propose, c'est tout simplement de pouvoir gérer ça pour eux. C'est de pouvoir faire des campagnes régulièrement. Donc ça, on s'organise entre nous pour savoir à quel niveau on les fait, si c'est 3 fois par an, 2 fois, enfin bref. De pouvoir mettre des rapports clairs et simples. Et bien sûr aussi de venir dans la société, parce que c'est bien d'avoir ces mini-formations, mais c'est bien aussi d'avoir une personne qui a la possibilité de sensibiliser sur la cybersécurité en général. C'est-à-dire quand on est à la maison, quand on laisse son ordinateur avec son enfant, quand il y a aussi le mobile, le téléphone. Donc d'avoir une personne qui vient parler à tout le monde de la cybersécurité pour pouvoir sensibiliser et aussi de montrer les différents résultats qu'on a pu avoir avec ces différentes campagnes de phishing. Donc voilà une bonne manière de sensibiliser les personnes à l'hameçonnage. Justement, sur ce sujet, Ludo, j'ai une question très intéressante ici. On nous demande, est-ce que ces programmes de formation, de sensibilisation peuvent bénéficier du 1%, des crédits d'impôt d'1% de formation en entreprise? Je trouve que c'est une question très intéressante. Oui, effectivement, et ça fait partie effectivement du 1%, donc tout ce qui est formation. C'est-à-dire que il y a d'un côté le logiciel qui, lui, non, c'est un produit qu'on achète. Maintenant, quand on rentre dans un programme de formation, Novipro est certifié pour pouvoir rentrer dans ce genre de programme de formation. Donc, on peut proposer à nos clients de les former, et dans ce package, donc dans cette offre globale, on va pouvoir proposer cet outil pour pouvoir leur faire des campagnes d'hameçonnage et en plus une formation sur site ou en visioconférence si on ne peut pas le faire sur site, pour pouvoir sensibiliser vraiment toutes les équipes, la comptabilité, les RH, etc. Enfin, toutes les personnes aujourd'hui qui peuvent être affectées. Il nous reste quelques minutes. Je vais inviter nos invités, les gens qui sont sur le webinaire ce matin, la conversation, à poser des questions. Dans le panneau, il y a une petite main en rouge, je crois, dans votre panneau. Pour les questions, j'aurais dû vous dire au début, excusez-moi. En attendant que vous posez des questions, on va continuer sur la même lancée. Donc, ce que tu dis, Ludo et Roger aussi, c'est un programme de sensibilisation, c'est pas juste du marketing et des annonces et des articles qui sont publiés, c'est beaucoup plus loin que ça. C'est un petit peu comme, on va tester maintenant si vous avez lu, pour comprendre qu'est-ce que vous avez lu. C'est ce que le programme fait, en fait. Ouais, le programme va te permettre on va questionner les gens. Donc, on envoie des questionnaires, on va envoyer des campagnes de phishing, puis le tout est ciblé aussi, c'est-à-dire que dans une entreprise où ce que tu vas avoir un département de marketing, un département TI, un département finance, tous les départements ont la plupart du temps, des réactions différentes. Les gens de marketing ne réagissent pas comme quelqu'un qui est au niveau des opérations, au niveau des TI. Fait que l'idée, c'est de s'assurer que ce qu'on fait comme évaluation des connaissances, des ressources soit appropriées et que soit vraiment par rapport au type de personnes que tu parles. Donc, est-ce que ils cliqueront pas sur le même contenu, tu veux dire? Non, exactement, parce que si j'envoie quelque chose, moi, de Desjardins ou à quelqu'un qui est au niveau du TI, des grosses chances qu'il s'en rende compte. Il faut que j'envoie quelque chose d'autre. Quelqu'un en finance, que j'ai envoyé quelque chose, mettons que la compagnie fait affaire avec Desjardins comme banque pour la business, elle a des chances de recevoir des courriels de Desjardins. Donc, il faut juste s'assurer que le contenu corresponde au genre de cible qu'on a. J'ai une question ici, la question qui fait mal et qui tue, j'aime bien prendre cette expression. Selon vous, lorsqu'il y a une attaque, c'est quoi les impacts monétaires et en temps aussi? Est-ce que vous avez des données là-dessus? Alors oui, il y a des données. C'est vrai que ça dépend souvent la taille de l'entreprise, parce que les hackers, ils sont quand même bien renseignés sur l'entreprise, donc ils regardent le chiffre d'affaires, etc. Maintenant, on a pris une moyenne d'une entreprise qui fait à peu près 20 millions de chiffre d'affaires, et que c'est une réelle attaque qui s'est passée. Donc on a vu qu'il y a eu 10 jours d'arrêt de prod.
10 jours où l'entreprise était complètement bloquée. Cette entreprise n'était pas équipée, donc n'avait pas bien fait ses backups, etc. Donc, n'a pas pu récupérer les données. Donc, on a estimé, donc ça a été une moyenne, qui était de 713 000 dollars de frais liés à cette attaque. Donc, ça comprend quoi les 713 000? Ça apprend l'arrêt de prod. On ne peut plus fournir nos clients. On a des pénalités qui vont avec. Il faut relancer les machines, donc forcément, il y a on doit embaucher des sociétés externes pour relancer les machines. Parfois, on doit négocier et payer la rançon. Donc ça rentre dedans. Et puis le temps de relancer la machine, et puis avec la perte de chiffre d'affaires et les pénalités qui vont avec. Donc, j'aimerais juste relancer, Ludo, excuse-moi de t'interrompre. J'aimerais juste rajouter la nouvelle loi qui a été proposée au niveau du gouvernement du Québec, où ce que les amendes, en plus, les amendes vont augmenter beaucoup au Québec. Là. Ça sera plus, avant, c'était une petite tape ses doigts, là, les amendes québécoises. Là, ça risque de monter beaucoup. Ça va à quelques pourcentages de la business en tant que telle. Du chiffre d'affaires. Et puis même si on travaille aujourd'hui avec l'Europe, enfin s'il y a des sociétés qui travaillent juste un petit bout avec l'Europe, tout ce qui est GDPR et RGPD, ils tombent sous le coup de la GDPR, donc qui est 4% du chiffre d'affaires mondial. Donc oui, effectivement, on va avoir des lois ici et des lois aussi un peu partout, donc il va falloir vraiment se réglementer. Ouais. Roger, j'ai une question ici que j'aimerais que tu répondes. Je crois, tout à l'heure, tu as répondu partiellement. Avez-vous un courriel type pour sensibiliser au phishing pour les utilisateurs, donc avant l'étape de test? Je trouve que c'est une question qui est un petit peu dans le sens de ce que tu as répondu tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des courriels types que tu vas mettre en place pour sensibiliser, pour faire les tests? Ouais. En fait, quand on fait les campagnes, quand on prend le programme là, géré qu'on offre, on envoie des questionnaires qui sont personnalisés puis par groupe. Et les courriels qui sont envoyés aussi sont personnalisés et correspondent aux différents groupes auxquels tu as envoyé. Donc, tu vas avoir c'est pas nécessaire, ça peut être 10, 15 ou 20 ou 30 emails différents qu'on va envoyer au groupe de marketing, au groupe de finance, au groupe des opérations. Les questionnaires, c'est la même chose. Et à partir de là, on évalue vraiment le niveau de connaissance et on va établir les formations que les gens doivent suivre. Encore une fois, par groupe, par personne. Donc, comme ça, on est sûr que les gens qui en marketing, qui sont visés par tel type de courriel, qui sont sensibles à ces questionnaires-là, eux autres vont avoir une formation qui sont établies pour eux autres. En finance, va être une autre liste de formations qui va être établie par là. Et les formations sont suivies, c'est-à-dire qu'on va s'assurer que dans une semaine, 2 semaines, 1 mois, les formations ont été suivies, ont été faites. S'ils ne sont pas faites, on va relancer. Puis éventuellement, on va avoir des discussions parce qu'on remet des rapports, comme Ludo parlait, on va remettre des rapports pour dire voici le résultat, la progression. Mais si les personnes refusent de faire la formation, à un moment donné, l'entreprise devra s'assurer qu'elle soit suivie. C'est excellent. Donc, on a une dernière question. Donc, ce qu'on nous demande, c'est qu'en moyenne, on doit prendre 10 jours d'arrêt de production lorsqu'on a une attaque. Donc, on devrait ajouter ça au risque de la business? Non, en fait, ça, c'est vraiment une statistique qui est liée à quelques sociétés. Là, c'était des manufacturiers, mais chaque entreprise va avoir, on va dire, son temps. Si on a une société qui est bien protégée, qui a les bons outils, etc., peut-être que ce temps va être d'une journée ou de 2 journées. Si on a une société qui n'a pas vérifié ses backups, qui n'a pas les outils et ou qui a son outil qui est lié à son IT et que l'arrêt de prod va jusqu'aux machines industrielles, ça peut prendre beaucoup plus de temps parce qu'on voit en plus qu'il y a des sociétés dans les 2 ans, 60% des sociétés dans les 2 ans ne réouvrent pas, enfin ferment leur société. Donc c'est pas un risque, on va dire, qu'on va pouvoir mettre dans un business plan. Ça va être il va juste falloir mettre ce budget dans des outils adéquats pour réduire justement au maximum ce temps. En fait, juste pour ajouter par rapport à ça, Blake, c'est des compagnies avocats au Québec, je crois que c'est au Québec, qui ont fait une étude pan-canadienne cette année. Et à partir de 47% des entreprises qui ont des arrêts de travail de 2 semaines et plus. Donc, dans une entreprise, 2 semaines et plus de panne, ça peut faire mal. Puis là-dedans, tu as 23% qui sont en haut de 4 semaines.
Ludo a soulevé le point, tantôt Ludovic, c'est, je pense que c'est 6 ou 7 des entreprises qui ont une grosse perte de données. Au bout de 2 ans, c'est fermé. Ça n'existe plus. Oui. C'est majeur. C'est le plus important. Oui. Des petites entreprises, en tout cas, le taux est beaucoup plus important. Effectivement, c'est un gros impact. Eh bien, je vous remercie, messieurs, pour votre connaissance du sujet et surtout la qualité de l'information que vous amenez. Mesdames et messieurs qui êtes sur le webinaire, la discussion ce matin, dans votre écran, en bas, il y a un petit onglet, c'est un icône de fichier. Donc, il y a quelques documents qui sont disponibles pour vous. D'ailleurs, vous allez recevoir un courriel avec le lien pour la rediffusion de la conversation ce matin, qui est directement lié à notre hub de contenu NobiPro. Et Jean-Sébastien, peux-tu mettre la fiche contact de Ludovic et Roger, s'il te plaît, à l'écran? Tu as eu la réponse aussi pour le sondage. Et voici sondage. Non, le sondage n'a pas fonctionné, qu'on m'a dit. C'est pas grave. C'est les aléas du direct, alors. C'est comme à la télévision. Donc, les contacts de Roger et les contacts de Ludovic. Et le tout va être disponible sur notre hub de contenu. Donc, merci beaucoup à tous. Je vous rappelle que c'est un rendez-vous les mardis matins. Pierre, juste pour information, les gens, c'est 1%. 1%, voilà. Réponse. Ouais. OK. Donc, c'est un rendez-vous qu'on a avec Roger et Ludovic et quelques autres membres de l'équipe pour des discussions sécurité les mardis matins. Et les jeudis, c'est d'autres sujets. Et ce jeudi, c'est le recrutement en temps de COVID. Donc, merci à tous et à toutes. Et on espère de revoir très bientôt. Merci, bonne journée. Merci, au revoir.